Roswell, au Nouveau-Mexique. Tout près du site de la plus célèbre histoire d'OVNI de toute l'histoire. Des témoins disent avoir vu quelque chose de très étrange s'écraser près de Roswell en 1947. Ce n'était ni un ballon sonde, ni un avion, ni un missile. C'était autre chose. Pour certains, l'incident d'OVNI de Roswell est l'un des plus grands mensonges du gouvernement. J'ai toujours eu l'impression que le gouvernement n'avait pas révélé tout ce qu'il savait. Des recherches effectuées sur le site pourraient bien apporter de nouvelles preuves et révéler ce qui s'est vraiment passé pendant l'été 1947. Ah, j'ai quelque chose. L'armée de l'air a rendu public un projet confidentiel effectué à Roswell qui était resté secret pendant 50 ans. C'était un projet classé secret défense, aussi important que le projet Manhattan. Entre l'enquête de l'armée, les récits des témoins et les nouvelles preuves scientifiques, va-t-on enfin découvrir ce qui s'est passé près de Roswell? Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'OVNI ont été répertoriées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Certains cas demeurent cependant inexpliqués. Ils sont classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'OVNI? La plus célèbre histoire d'OVNI aurait débuté par une puissante explosion dans le désert du Nouveau-Mexique. Mac Brazel, le propriétaire d'un ranch, est l'un des rares habitants de la région. Le lendemain de l'explosion, Brazel part travailler sur ses terres. En plein désert, il fait une découverte surprenante. Il trouve un véritable champ de débris que certains disent long d'1 kilomètre et aussi large qu'un terrain de football. C'est sur la nature de ces débris trouvés par Brazel que repose la controverse au cœur de la légendaire histoire de Roswell. Un peu plus tard, Brazel décide de charger dans sa camionnette un assortiment des débris trouvés et il se rend dans la ville de Roswell, à 120 km au sud-est du champ de décombres. Le shérif de Roswell est aussi médusé que lui à la vue des débris. Il conseille à Brazel de se rendre à la base militaire voisine qui abrite la 509e escadrille de bombardiers de l'armée de l'air. Le major Jesse Marcel est l'officier de renseignement de la base. Il jouera un rôle crucial dans l'affaire de Roswell. Jesse Marcel est l'officier de renseignement du 509e régiment. Donald Schmidt fait des recherches sur cet événement depuis 30 ans. C'était un officier de renseignement très influent dans l'armée américaine. Il a contacté son commandant, le colonel William Blanchard. Et Blanchard a été tellement impressionné qu'il a non seulement envoyé sur place le major Marcel, mais aussi son chef de contre-espionnage, le capitaine Sheridan Cavitt, au cas où les débris viendraient d'ailleurs. Malgré son expérience en tant qu'officier de renseignement, Marcel est déconcerté. Il n'arrive pas à déterminer ce que sont ces débris. Ça aurait pu être les débris d'un avion, mais aucun crash n'avait été signalé. Marcel et Cavitt récupèrent quelques morceaux pour les apporter à la base. Face à cette découverte, Marcel se demande si ces décombres ne seraient pas liés à la toute première apparition d'OVNI aux États-Unis, signalée 2 semaines plus tôt. L'incident de Roswell entre dans un contexte. Richard Dolan est ufologue et auteur. Il est survenu pendant une vague d'apparitions de soucoupes volantes signalées dans tout l'ouest des États-Unis. Le 24 juin 1947, dans l'État de Washington, un pilote d'avion du nom de Kenneth Arnold signale une série d'étranges objets qui volent à la vitesse supersonique. Il parle de soucoupes volantes et le gouvernement américain s'intéresse à cette histoire. C'était des appareils inconnus, donc l'armée de l'air s'y est intéressée parce qu'elle est en charge de l'espace aérien. Richard Weaver est l'officier de l'armée de l'air américaine qui a écrit le rapport sur l'incident de Roswell.
Si un appareil vole au-dessus du pays sans que l'armée en soit informée, ni même sache ce que c'est, ça peut être une menace. Le récit d'Arnold a déclenché une série d'autres témoignages. Quelques jours avant l'incident de Roswell, 22 signalements de soucoupes volantes ont été faits entre les États-Unis, le Canada et l'Europe. L'armée voulait savoir ce que c'était. Marcel explique qu'il a peut-être trouvé l'une de ces soucoupes volantes à Roswell. C'est alors que son supérieur, le colonel Blanchard, jette de l'huile sur le feu dans une déclaration publique. Voici les nouvelles de ce 8 juillet 1947. L'armée de l'air a annoncé qu'un disque volant avait été trouvé. Il est désormais en sa possession. Le lendemain, le journal local relate l'information. C'est la première et dernière fois qu'un gouvernement affirme avoir en sa possession un appareil inconnu qu'il appelle soucoupe volante. Mais 24 heures plus tard, le 8 juillet 1947, lors d'une conférence de presse, l'armée change de version. Le chef de brigade Roger Ramey, le supérieur de Blanchard, annonce que cette fameuse soucoupe volante est en réalité un simple ballon sonde. Le major Jesse Marcel sourit devant les appareils photos mais ne prononce pas un mot. L'histoire de la soucoupe volante disparaît des médias aussi rapidement qu'elle y est apparue. Pour Richard Weaver, cette explication tient la route. Les ballons, c'est comme les chats, ils n'en font qu'à leur tête. Et à l'époque, l'armée testait beaucoup de choses au Nouveau-Mexique, vu qu'il y a peu d'habitants et beaucoup d'endroits délaissés. Donc il s'agit d'un ballon et c'est tout. Après ça, l'affaire d'OVNI de Roswell est classée et ne fait plus parler d'elle. Jesse Marcel, le très respecté officier de renseignement militaire, reste muet également. Son silence durera 30 ans. Après quoi, Marcel décide de parler. 5 ans après, on a dit à Marcel que ça finirait par se savoir. Au bout de 10 ans, il avait toujours cet espoir. Mais au bout de 30 ans, alors qu'il mourait d'un emphysème, il s'est rendu compte que l'affaire avait été étouffée. Jesse Marcel était l'officier de renseignement d'un groupe militaire d'élite, le 509e. Stanton Friedman est physicien nucléaire et ufologue. La 509e est la brigade qui a lâché les bombes atomiques sur le Japon, ainsi que les deux autres lors de l'opération Crossroads l'année suivante. Elle était composée d'officiers triés sur le volet, c'était l'élite, donc le témoignage de Marcel était crucial. Friedman interroge Marcel en 1978 et il lui fait une révélation incroyable. Les projets aériens n'ont pas de secret pour moi. Et si je suis sûr d'une chose, c'est que ce n'était pas un ballon sonde, ni un avion, ni un missile. C'était autre chose, mais on ne savait pas quoi. Marcel explique que le débris présenté lors de la conférence de presse de 1947 n'est qu'un fragment de ce qu'il a retrouvé sur le site. Les journalistes n'ont vu qu'une infime fraction des débris. Ils voulaient que je leur en dise plus, mais je n'avais pas le droit. Le général m'avait dit de me taire, qu'il allait gérer cette affaire. Bien évidemment, Ramey voulait passer l'affaire sous silence. Donc, il n'a pas eu d'autre choix que de dire que Marcel s'était trompé. Et Marcel lui en a voulu jusqu'à la fin de sa carrière. Marcel fait une deuxième révélation. Il explique qu'il avait fait un détour par chez lui avant de présenter les débris à la base aérienne. Arrivé chez lui, il avait réveillé sa femme et son fils de 11 ans, Jesse Jr. Le mardi 8 juillet, à 2 h du matin, Jesse Jr. est tiré du lit par son père, qui veut lui montrer quelque chose dans la cuisine. Et il lui montre tous ces étranges débris en métal. Sur beaucoup de pièces, il y avait des symboles. Je les ai appelés hiéroglyphes parce que je ne pouvais pas les interpréter, les lire. Ces petites pièces étaient incassables. On a pourtant essayé de les briser avec une masse, mais ça leur a rien fait. Selon Marcel, la pièce la plus intrigante est faite de ce qu'il appelle du métal à mémoire de forme. On a trouvé des débris très résistants et légers, alors qu'on ne savait pas fabriquer de métal à mémoire de forme. C'est indéformable. Le témoignage de Jesse Marcel quant à ce métal à mémoire de forme et à d'autres éléments inconnus lance la polémique.
L'incident de Roswell 1947 est devenu la genèse des histoires d'OVNI aux États-Unis. Le docteur Roger Lonius travaille au Smithsonian, le musée de l'air et de l'espace. Ce n'est que dans les années 80 et 90 que c'est devenu un véritable phénomène culturel. Dans les années 80 et 90, 62 autres personnes révèlent des informations concernant le crash de Roswell. Le père de Frank Hero était pompier à Roswell et il aurait été envoyé sur le site. Ils pensaient qu'ils allaient sur le site du crash d'un avion, mais quand ils sont arrivés, ils trouvèrent une soucoupe volante. Frank Hero affirme que son père a ramassé un morceau de métal sur le site et ses explications concordent avec celles de Jesse Marcel. C'était un matériau très malléable. Mon père l'a serré dans son poing et quand il l'a lâché, il a repris sa forme initiale. Il n'y avait aucune marque à sa surface. Ce sont justement les histoires d'extraterrestres et celles de leurs autopsies qui ont créé la légende de Roswell. Les extraterrestres de Roswell font désormais partie intégrante de la culture populaire. Ils feraient la taille d'un enfant, auraient la peau grise et lisse et d'énormes yeux. Eli Benjamin était un jeune soldat affecté à Roswell en 1947. Benjamin dit avoir vu des extraterrestres dans un hangar de la base aérienne de Roswell. Ils n'avaient pas la même forme ni la même taille que nous. Ils n'avaient pas du tout le même corps que nous. Ils sentaient vraiment très fort. C'était un peu comme une odeur de vomi, vous savez. Une odeur inhabituelle. Selon Benjamin, ses supérieurs lui auraient ordonné de garder le silence sur ce qu'il a vu. Dans l'armée, si on nous dit de nous taire, on essaie au maximum d'être loyal, parce que c'est la loyauté qui nous a permis de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Les soldats américains venaient de gagner la guerre. C'étaient des héros. Dans ce contexte, si l'armée a demandé à des citoyens de se taire, en 1947, je vous assure que ces personnes n'ont pas ouvert la bouche. Selon Frank Hero, les menaces étaient beaucoup plus sérieuses. Ils ont menacé de nous fusiller dans le désert. Personne ne l'aurait jamais découvert parce que c'est un grand désert, donc personne n'en a jamais parlé. Au fil du temps, les témoignages sont devenus de plus en plus étranges. La ville de Roswell s'est transformée. Elle a vraiment pris une dimension mythique. Malgré toutes ces années, de nouvelles informations continuent à arriver. C'est devenu une véritable industrie. Roswell a subi cet étrange incident et le phénomène a pris de l'ampleur. La ville en profite. Cette industrie a renforcé le sentiment selon lequel le gouvernement américain a caché la vérité au public au sujet de Roswell. J'ai toujours eu l'impression que le gouvernement n'avait pas révélé tout ce qu'il savait. Même Bill Richardson, l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, pense que le gouvernement a étouffé l'affaire. Tous les éléments ont été classés secret défense par souci de sécurité nationale, m'avait-on dit. En tant que membre du Congrès, j'ai demandé des informations. Je voulais comprendre un peu mieux toute cette histoire. Mais le gouvernement ne m'en a donné aucune. J'ai travaillé pour le gouvernement pendant 30 ans, donc je sais que quand ça arrive, c'est qu'il cache quelque chose. Le gouvernement devrait faire la lumière sur cet incident. Puisque le gouvernement garde des informations secrètes sur Roswell, certains estiment qu'il n'y a qu'une façon de découvrir enfin la vérité. Ah, j'ai quelque chose. L'endroit exact du prétendu crash d'OVNI de Roswell ne figure sur aucune carte. La famille de Mac Brazel, le propriétaire du ranch, a protégé sa localisation des curieux. Seule une poignée de personnes la connaît. Et parmi elles, se trouve l'ufologue Donald Schmitt. Selon Schmitt, l'armée américaine est venue en secret pour nettoyer le champ de débris en 1947. Pendant 2 jours et demi à 3 jours, 50 à 60 hommes qui étaient arrivés en camion se sont mis en ligne pour quadriller le champ.
Ils ont même dû creuser. Et l'un des policiers militaires nous a confié qu'ils avaient reçu l'ordre de ramasser tout ce qui n'était pas vivant et qu'ils trouveraient sur le site. Bien que la zone ait été nettoyée, certains pensent qu'il peut rester des morceaux de l'OVNI dans le désert de Roswell. Et un homme est bien déterminé à le prouver. Frank Kimbler est géologue et il enseigne les sciences de la Terre au Nouveau-Mexique. Il est le premier chercheur à passer le prétendu site du crash de Roswell au détecteur de métaux. C'est un endroit loin de tout et intact. Ce que je vais trouver avec mon détecteur de métaux, ce sont des choses qui ne devraient pas être ici puisqu'on est sur le champ de débris du site du crash. J'ai donc de bonnes chances de trouver quelque chose parce que cet endroit n'a pas été pollué. Trouver des preuves à Roswell n'est pas chose facile. Je suis déjà venu très souvent pour sonder le site pendant des heures. 60 ans après l'incident et après un possible nettoyage secret de la zone, Kimbler a-t-il vraiment des chances de trouver des débris du crash? Un autre site de crash mystérieux pourrait apporter des réponses. En 1986, le crash avéré d'un objet est survenu dans la région montagneuse de Bakersfield, en Californie. Comme l'armée n'a pas expliqué ce qui s'était passé, les spéculations concernant cet objet tendent à dire qu'il était de nature extraterrestre, comme à Roswell. Cet incident fait penser aux histoires de crash d'OVNI. Peter Merlin est un chercheur qui a inspecté plus d'une centaine de sites de crash. Un appareil inconnu s'est écrasé dans une zone rurale éloignée. Le gouvernement a investi la zone. Elle était très protégée. Il y avait des hommes armés partout. Le périmètre était bouclé et il était interdit de survoler le site. Cet incident sera rendu public par la suite. Un rapport officiel jusqu'à la tenue secret révélera qu'il ne s'agit pas d'un vaisseau extraterrestre, mais d'un F-117, un avion de chasse. Cet avion de chasse était à l'époque le fleuron de la technologie aérienne militaire. C'était vraiment un appareil de pointe. Il était invisible pour les radars. L'armée ne voulait pas que des morceaux de cet avion finissent dans les mains de ses ennemis. Elle a donc nettoyé le site. L'avion s'est écrasé dans une zone montagneuse, à des kilomètres des premières habitations ou routes. Merlin sait que l'armée a nettoyé le site, mais il garde espoir qu'elle ait oublié quelque chose. Quand cet avion s'est écrasé, la zone était interdite d'accès. Les militaires ont essayé de nettoyer le site, mais comme vous pouvez le voir, c'est un terrain très escarpé. C'est un canyon très rocheux. Ils étaient environ 200 gars à travailler en plein soleil, entourés de serpents à sonnettes. Le crash de Bakersfield ressemble beaucoup à ce qui est arrivé près de Roswell en 1947. Merlin sonde le bord de l'ancien champ de débris. Près de 3 décennies se sont écoulées. Ses chances de trouver quoi que ce soit semblent très minces. Mais pourtant, son détecteur va sonner. J'ai quelque chose. Il y a un morceau. On dirait de l'aluminium. Puis, il en trouve un autre. Et encore un autre. En tout, Merlin a trouvé plus d'une dizaine de morceaux. C'est un morceau en aluminium. Si l'incident de Roswell est lié au crash d'un appareil volant, on devrait pouvoir trouver des preuves physiques sur place encore aujourd'hui. Si on arrive à trouver des morceaux d'un projet classé secret défense, on peut sûrement en trouver d'un OVNI. Les découvertes de Merlin suggèrent que des preuves se trouvent encore sur le site où s'est écrasé l'appareil inconnu dans le désert près de Roswell en 1947. Kimbler a quadrillé la zone. Il sonde donc une parcelle qu'il n'avait encore jamais examinée. Ah, j'ai quelque chose. On l'entend bien, le bruit ne ressemble pas à du fer. Alors, je vais creuser pour voir ce que c'est. C'est là-dedans.
Et voilà. Ce petit morceau de métal pourrait être une découverte majeure. Il semble être très abîmé, peut-être à cause de l'impact d'un crash à grande vitesse. C'est l'opinion de Frank Kimbler. C'est ce qui me plaît, quand je viens ici et que je trouve des choses comme ça qui pourraient venir d'un vaisseau spatial. Maintenant qu'on a cette preuve, on doit l'envoyer dans un labo pour la faire analyser. D'un point de vue scientifique, on ne peut pas rêver mieux. Est-ce un vulgaire morceau de métal? Ou s'agit-il de la première preuve concrète de l'existence d'un vaisseau extraterrestre? Un test en laboratoire va peut-être résoudre le mystère. Aujourd'hui est un grand jour. Dans le désert, près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Le géologue Frank Kimbler a trouvé un petit morceau de métal à l'endroit où un objet inconnu se serait écrasé en juillet 1947 sur le site de l'incident d'OVNI de Roswell. C'est fantastique. C'est une découverte capitale. Le matériau semble tordu et partiellement fondu. Peut-être est-ce le résultat d'un impact à grande vitesse ou d'une explosion. Kimbler veut soumettre cet échantillon à une série de tests en laboratoire dans l'espoir de découvrir ce qui s'est écrasé près de Roswell. La prochaine étape consiste à envoyer ce morceau de métal dans un laboratoire pour le faire examiner. Comme ça, on découvrira ce que c'est, mais surtout, avec un peu de chance, on découvrira d'où il vient. Il l'envoie à l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Le docteur Mike Spildy est un scientifique qui étudie les minéraux issus d'environnements extrêmes, dont la planète Mars. Le microscope électronique de l'université va nous révéler de quoi est fait ce mystérieux morceau de métal. Spildy en regroupe de petits fragments sur de l'époxyde. On a besoin d'une surface très lisse pour l'analyse. Il place ensuite l'échantillon dans un microscope électronique, capable de mesurer tous les composants de ce métal. L'échantillon a été placé dans le microscope. On va voir s'afficher un spectre du métal. Voyons ce que c'est. Les résultats s'affichent sur son écran en temps réel. Le docteur Spildy les étudie avec attention. Comme on peut le voir ici, cet échantillon contient beaucoup d'aluminium, du silicium, du manganèse et du fer. On va pouvoir déterminer de quel alliage il s'agit en mesurant l'aluminium, le silicium, le fer et le manganèse. C'est ce que je vais faire. Il consulte un tableau où figurent les alliages connus. On en cherche un avec une concentration assez importante de manganèse. On en a un ici. Ensuite, on doit vérifier si les teneurs en silice et en magnésium correspondent. Les résultats ne sont pas encore clairs. Le morceau de métal est un alliage d'aluminium et contient une proportion importante de magnésium. C'est le magnésium qui renferme le secret de l'origine de ce morceau de métal. Les isotopes du magnésium sont comme une signature chimique. David Thomas est un scientifique de l'école des mines du Nouveau-Mexique. Si un vaisseau spatial d'un autre système stellaire composé de magnésium s'écrase sur Terre, sa concentration en magnésium sera particulière. C'est un peu comme les empreintes digitales des matériaux. En science, on se sert des isotopes pour identifier les matériaux qu'on ne connaît pas. Une analyse des isotopes révélera la composition exacte du morceau de métal trouvé dans le désert. Cela permettra ensuite de savoir s'il provient de notre planète ou d'une autre galaxie. L'origine de l'appareil qui s'est écrasé à Roswell anime des débats depuis 50 ans. De nombreuses personnes ont des idées bien tranchées sur la question. Quelque chose s'est produit dans ce désert. Bill Richardson, l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, pense que les rapports ont occulté certains points. Reste à savoir ce qu'est cette chose. Je pense qu'il s'agit d'une entité qui est venue à Roswell et qui s'est écrasée. Était-ce une entité vivante? Je dirais que oui, mais je n'en ai aucune preuve. J'estime que le gouvernement devrait nous révéler la vérité. Les requêtes pour la réouverture du dossier se sont multipliées lorsque Jesse Marcel a annoncé que les débris ne provenaient pas d'un ballon-sonde. Cédant sous la pression exercée par le Congrès, l'armée de l'air américaine décide de rouvrir l'affaire du crash d'OVNI de Roswell. Le colonel Richard Weaver a mené l'enquête officielle sur l'événement de Roswell en 1994.
J'ai abordé l'enquête en étant très ouvert d'esprit, mais aussi très raisonnable. J'avais envie de faire partie d'un des événements majeurs de l'histoire. Weaver précise qu'il avait reçu l'ordre d'envisager toutes les possibilités et que peu importait où ses recherches le mèneraient. Une des premières explications envisagées est le crash d'un objet classé secret défense hérité de la technologie nazie. Au Nouveau-Mexique, on gardait des missiles V2 qui avaient été capturés, donc on s'est demandé si ce n'était pas ça. Le V2 est le premier missile à longue portée de l'histoire. Il a été créé par les nazis et les Américains se sont emparés après la guerre. L'équipe de Weaver a cherché à savoir si un V2 secret ne se serait pas écrasé près de Roswell. Ce n'était pas un missile très précis. Après la mise à feu, on ne pouvait qu'espérer toucher la cible visée. Mais l'équipe d'enquêteurs ne trouve aucune preuve. Une autre explication possible concerne un deuxième projet classé secret défense mené dans le désert du Nouveau-Mexique. On a envisagé un accident nucléaire. Les militaires de la 509e étaient les seuls à avoir des armes nucléaires. Donc peut-être qu'un essai avait mal tourné, mais aucune preuve n'a soutenu cette hypothèse. Sans preuve d'une explosion de missiles et sans débris radioactifs, les enquêteurs se penchent sur un avion expérimental également saisi aux nazis. Les Allemands avaient travaillé sur des avions expérimentaux et les gouvernements américains et russes voulaient mettre la main dessus. Donc on a cherché à savoir si l'incident de Roswell n'était pas lié à cela, mais on n'a rien trouvé qui prouve cette théorie. Les enquêteurs de l'armée de l'air examinent des dossiers classés secret défense et des rapports de l'armée et interrogent des témoins et des experts. Mais rien n'apporte d'explication aux étranges événements survenus près de Roswell. Dans son rapport initial, Weaver n'essaie pas de réfuter le témoignage de Jesse Marcel qui contredit l'explication officielle selon laquelle il s'agissait d'un ballon sonde. Les projets aériens n'ont pas de secret pour moi. Et si je suis sûr d'une chose, c'est que ce n'était pas un ballon sonde, ni un avion, ni un missile. C'était autre chose, mais on ne savait pas quoi. Tous les experts s'accordent à dire que quelque chose s'est écrasé dans ce désert. Mais la nature de l'objet reste cependant un mystère. Et Roswell n'est pas le seul site probable de crash d'OVNI. Un tel incident s'est produit plus récemment en Pennsylvanie. Et les récits des témoins oculaires s'opposent à l'explication donnée par l'armée. Il y avait des militaires partout. C'est à Roswell que s'est déroulé l'incident d'OVNI le plus célèbre de l'histoire. C'est aussi le plus controversé. Si l'armée a caché la vérité, elle a fait un sacré travail. L'homme qui a mené l'enquête affirme qu'il ne s'agit pas d'une conspiration gouvernementale. Il faut énormément d'argent, de temps et, croyez-le ou non, de documents pour garder de telles affaires secrètes. Pour Donald Schmitt, qui a interrogé 600 témoins oculaires, Weaver cache la vérité sur l'incident dans son rapport. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. C'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On ne peut donc se fier qu'aux témoins. Et après tout, l'histoire est basée sur des témoignages. Les témoignages sont également la clé d'un autre crash d'OVNI. Puisqu'il semble plus clair, il pourrait permettre de comprendre l'incident de Roswell. 5 ans après Roswell, l'armée de l'air américaine lance le projet Blue Book, dont le but est d'enquêter sur les affaires d'OVNI. Avec Blue Book, l'armée de l'air a essayé d'expliquer tous ces phénomènes, mais surtout de déterminer s'ils représentaient une menace pour le pays ou non. Parmi les 12 000 dossiers officiels de l'armée de l'air, il y en a un qui se démarque. Il relate l'apparition d'un OVNI au-dessus du Canada et de la région des Grands Lacs en 1965. Il est connu sous le nom d'incident de Kecksburg. Dans le projet Blue Book, 42 pages répertorient les détails de l'événement. Et les témoins de la scène se souviennent encore de cette journée. C'est arrivé le 9 décembre 1965, en fin d'après-midi. Stan Gordon avait alors 16 ans. Depuis ce jour, il cherche à expliquer ce qui s'est produit. Que ce soit au Canada, au Michigan, dans l'Ohio ou en Pennsylvanie, de nombreux témoins ont vu cette boule de feu traverser le ciel. Quel que fût cet objet, il est arrivé en survolant la région de Pittsburgh et il se serait écrasé dans un bois près d'où on se trouve, à Kecksburg, en Pennsylvanie. De nombreux témoins ont vu cet objet faire des virages et descendre lentement. Leslie Keane est journaliste d'investigation.
Certains l'ont vu tourner, d'autres ont vu des flammes à l'arrière de l'appareil. Et il s'est écrasé dans le bois. Dans le projet Blue Book, l'armée de l'air américaine affirme avoir fouillé les environs, mais n'avoir rien trouvé. Selon l'explication officielle, il s'agissait d'un météore. Mais les habitants de Kecksburg racontent une toute autre histoire. Ce soir-là, alors que je conduisais ma décapotable, j'ai entendu à la radio que quelque chose avait atterri à Kecksburg. Je suis sorti de la ville et j'ai vu des gens sur une petite route. Je leur ai demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que quelque chose avait atterri plus loin. J'ai regardé les bois derrière le champ et j'ai vu que des arbres avaient été arrachés pendant l'atterrissage de cet objet. J'arrivais à voir une lumière bleutée dans les bois, le même bleu que lorsqu'on fait de la soudure. Cette lumière n'a pas arrêté de passer de très vive à très faible tout le temps que j'étais là. Les témoins expliquent que les militaires sont arrivés rapidement et se sont montrés très stricts, et qu'ils obéissaient à des hommes habillés en civil. Il y avait des militaires partout. Ils se sont dispersés. On les a envoyés dans le bois avec la police d'État. Dès qu'ils sont revenus du bois, ils nous ont demandé de partir. Remontez en voiture et circulez. Pourquoi? On est dans un pays libre, jusqu'à preuve du contraire. Je n'avais pas envie de partir, donc je leur ai demandé de m'expliquer ce qui se passait. Alors le militaire m'a dit que si je ne partais pas, il me confisquerait ma voiture. Ça va, je m'en vais. Alors j'ai fait demi-tour et je suis parti. Les récits des témoins oculaires ne concordent en rien avec une prétendue chute de météore. Quand on leur demande ce qui est tombé dans les bois, ils font la description d'un grand objet métallique de la forme d'un gland. Il serait assez spacieux pour qu'une personne s'y tienne debout. Vu les débris retrouvés, on estime que l'appareil faisait entre 3 mètres et 3,50 mètres de haut et entre 2,5 mètres et 3 mètres de diamètre. La partie la plus intéressante, c'était ce qu'on a appelé le pare-choc qui se trouvait à la base du gland, parce qu'il était couvert d'inscriptions étranges. C'était plus des symboles que des écritures. Les témoins présents, tels que Bill Weaver, se souviennent avoir vu des hommes en combinaison porter une grosse caisse en bois. Ils portaient une caisse d'environ 1 mètre carré. Ils ont traversé le champ avec, et ils sont entrés dans le bois en direction de cette lumière bleue. Quand je suis parti, ils n'étaient pas encore ressortis. Bill Weaver est l'un des nombreux témoins qui se souviennent de la scène. Tous leurs témoignages concordent, et selon certains, il existe des preuves physiques de cet événement. Miles Slater avait 14 ans ce jour-là. Ces quelques marches sont tout ce qu'il reste de la maison de son enfance, où il avait rencontré des militaires. J'étais assis sur ces marches quand j'ai entendu parler de cet atterrissage sur la colline. Et c'est là que j'ai vu une voiture tout-terrain entrer dans la ville. Elle s'est arrêtée devant chez moi. Je me suis levé et j'ai fait 2 ou 3 pas. Le conducteur m'a alors demandé s'il y avait des personnes qui voulaient savoir où se trouvait la colline. Et j'ai dit oui. Il m'a expliqué que je rendrais service à mon pays en arrêtant d'expliquer aux gens comment y aller. Après ça, j'ai indiqué une mauvaise direction. Quelques heures plus tard, Slater a revu les militaires passer avec un grand objet à bord. Sur le plateau de la voiture, il y avait un grand objet bâché. La voiture ne roulait vraiment pas vite, donc j'ai eu le temps de bien regarder avant qu'il ne quitte la ville. L'armée américaine nie avoir récupéré un quelconque objet dans les bois de Kecksburg, en Pennsylvanie, en 1965.
Le docteur Ray Hicks a enseigné la sylviculture pendant 40 ans. En 2003, on lui a demandé d'examiner le site du crash présumé. On m'avait donné des photos, donc j'ai pu trouver un des arbres qui avait été photographié. Hicks identifie l'arbre en question. Il se situe au centre du site du crash. C'est cet arbre-là. C'est celui-ci. Quant à cet arbre-ci, on voit qu'il a été décapité. Quelque chose lui a arraché la partie supérieure. L'arbre s'est donc cassé et il est tombé. Il ne trouve que quelques arbres abîmés, regroupés dans cette petite partie du bois. J'ai essayé de définir le trajet de l'objet dans le bois. J'ai trouvé des arbres dont la cime avait été complètement arrachée. Des échantillons de leur tronc ont permis de définir la date à laquelle ces arbres ont été endommagés. J'ai constaté un ralentissement drastique de la croissance de ces arbres à une année précise, en 1965. Selon Hicks, les anneaux de croissance de ces arbres prouvent qu'un événement violent, peut-être un crash, a eu lieu dans cette forêt en 1965. S'il s'était agi d'un événement météorologique, comme d'une tempête de neige, d'une tornade ou d'une simple rafale de vent, les dégâts auraient été beaucoup plus conséquents. Mais les arbres abîmés sont très localisés. Cet arbre a connu un ralentissement de croissance la même année où cet objet s'est écrasé dans la forêt. Mais malgré des décennies de recherche, aucune preuve matérielle n'a été retrouvée dans la forêt de Kecksburg. S'agissait-il réellement d'un météore, comme l'indique le rapport du projet Blue Book? Ou l'armée a-t-elle vraiment agi en secret pour dissimuler la vérité? Quant à l'affaire de Roswell, un laboratoire a testé un morceau des débris dans l'espoir de prouver son origine extraterrestre. Cela impliquerait des voyages interstellaires. Et l'armée de l'air américaine a décidé de rouvrir le dossier Roswell en apportant une révélation sur cette célèbre histoire d'OVNI. C'était un projet classé secret défense aussi important que le projet Manhattan. Le petit fragment de métal retrouvé dans le désert du Nouveau-Mexique pourrait enfin faire la lumière sur l'objet au cœur de la controverse qui s'est écrasé près de Roswell en 1947. La science ne ment pas. Donc si les tests sont probants, on pourra être sûr que cet objet venait d'une autre planète. L'analyse du microscope électronique a permis de déterminer qu'il s'agit d'un alliage d'aluminium et qu'il possède une forte concentration en magnésium. Les isotopes de ce magnésium vont maintenant subir un test extrêmement pointu et précis qui permettra de connaître l'origine exacte du métal trouvé près de Roswell. C'est à Toronto, au sein de l'université de Trent, que cette analyse spécialisée est menée. Bastian Georg est un géoscientifique. Il affirme que ce test nous indiquera de façon certaine si cet échantillon est d'origine extraterrestre. En fait, si on trouve un élément vraiment anormal, inhabituel, qui ne ressemble à rien de ce qu'on trouve d'ordinaire sur Terre ou dans les météorites de notre système solaire, cela indiquera que ce magnésium provient d'un autre système solaire. Cela impliquerait des voyages interstellaires. Il découpe un petit fragment de l'échantillon. Ce fragment est ensuite dissous dans de l'acide chlorhydrique. Sous forme liquide, on peut à présent isoler chimiquement le magnésium de l'échantillon, créant un fluide constitué de magnésium pur. Le docteur Georg a ajouté 2 autres échantillons à son analyse. L'un d'eux est un morceau d'aluminium qui provient d'un avion de l'armée de l'air américaine datant des années 40. L'autre provient d'une canette de soda. J'ai ajouté un échantillon de canettes de soda pour m'assurer que le métal retrouvé ne provient pas d'une canette qui traîne dans le désert depuis 50 ans. On va attendre que les dernières gouttes de fer et de manganèse s'écoulent dans les récipients. Les résultats s'affichent en temps réel sur son écran d'ordinateur. On saura bientôt si les isotopes de magnésium viennent de notre planète. Le docteur Georg analyse les résultats avec attention. J'ai maintenant le graphique des résultats de l'analyse des isotopes de magnésium. Les résultats scientifiques sont formels.
La composition des isotopes de magnésium des 3 échantillons est la même. Il n'y a aucune erreur possible, ils viennent tous de la planète Terre. Le morceau de métal retrouvé sur le site du crash de Roswell n'est donc pas d'origine extraterrestre. Mais la question demeure. De quoi s'agit-il? Au Nouveau-Mexique, le docteur Mike Spildy a procédé à d'autres analyses sur un fragment de l'échantillon, et ses découvertes indiquent qu'il ne s'agit pas d'un matériau qu'on trouve habituellement dans le désert. C'est un matériau malléable qu'on retrouve dans les avions. C'est de l'aluminium d'avion. Le docteur peut même donner la date approximative de la création de cet alliage. Il date de 1935. Le matériau a été créé 10 ans avant que l'incident de Roswell n'ait lieu. Il peut s'agir d'aluminium utilisé par l'armée. Il vient peut-être d'un avion militaire. Le fragment de métal proviendrait d'un avion construit dans les années 30. C'est donc la preuve d'un crash d'avion non recensé ou un morceau d'équipement militaire. Mais en aucun cas, il ne peut provenir d'un vaisseau spatial extraterrestre. Frank Kimbler est déçu, mais il ne se décourage pas. Il repart à la recherche de preuves qui l'aideront à découvrir ce qui s'est écrasé près de Roswell en 1947. Je n'ai jamais abandonné pour quoi que ce soit, donc je ne vais pas commencer avec ma quête de débris de l'OVNI de Roswell. Pour certains, le mystère a été résolu. En 1994, l'armée de l'air américaine découvre de nouveaux éléments dans le dossier de l'un de ses anciens projets confidentiels. Ces éléments vont changer la version officielle de l'incident de Roswell. Il s'agit du projet Mogul. Le projet Mogul était un projet classé secret défense, aussi important que le projet Manhattan. Le projet Mogul était très intéressant. Il était basé sur une série d'idées assez étranges qui ont été menées à bien à l'époque de la guerre froide. Il s'agissait de ballons-sondes qui étaient attachés à une barre. Ils étaient équipés d'instruments de mesure capables de détecter les explosions nucléaires. L'armée voulait recueillir des informations dans les mouvements ionosphériques des vagues de son pour prouver que les Soviétiques travaillaient sur la création d'une bombe atomique comme elles le soupçonnaient. On avait peur que les Russes fassent exploser une bombe nucléaire. Donc le but de ce programme était d'utiliser des capteurs fixés sur des ballons pour surveiller les actions de l'Union soviétique et savoir si elle faisait des essais nucléaires. À l'époque, c'était un projet classé secret défense. Les Russes ne devaient pas savoir qu'on les surveillait. Les ballons du projet Mogul étaient en réalité un assemblage de différents objets et instruments de mesure. Chaque ballon faisait plus de 200 mètres de haut. L'équipe de Weaver pense avoir découvert le poteau rose. En effet, un des ballons du projet Mogul, dont le vol d'essai s'est déroulé à Alamogordo au Nouveau-Mexique au début du mois de juin 1947, a disparu. Le vol du ballon numéro 4 correspond à la localisation du site du crash. Brazel l'a découvert la première semaine du mois de juillet 1947. Mac Brazel aurait-il en réalité découvert les débris de ce ballon-sonde en 1947 ? Les ballons du projet Mogul n'étaient pas de vrais ballons. Le terme est mal choisi parce que c'était en fait des séries d'appareils parfois hauts comme la tour Eiffel. Une partie de la structure de ces ballons pourrait correspondre aux matériaux que Brazel a retrouvés. C'était de gros éléments de couleur argentée. C'est une structure métallique, mais elle est faite dans un matériau qui ressemble un peu à du parchemin. Au toucher, on dirait du cuir. Contrairement à l'aluminium de supermarché, il est difficile à déchirer, mais ce n'est pas non plus ce métal merveilleux que les gens ont décrit. 50 ans après l'incident de Roswell, l'armée de l'air américaine déclare dans le rapport de Weaver que les débris retrouvés proviennent d'un ballon d'espionnage dont l'existence devait rester secrète. C'était un programme classé secret défense. L'Union soviétique ne devait pas apprendre son existence. Les journaux de l'époque ont permis de détourner l'attention des gens. Les médias ont aidé à cette manipulation à leur insu. Tout le monde s'est mis à chercher des soucoupes volantes, mais personne n'a pensé à un projet militaire secret.
Ce petit morceau de métal proviendrait-il des débris d'un des ballons du projet Mogul, dont l'armée de l'air prétend qu'il se serait crashé près de Roswell? Ce n'était pas un matériau rigide, ce n'était pas de l'aluminium comme on l'entend quand on parle de structure d'avion. C'était autre chose. C'était plutôt une feuille d'aluminium assez fine qui recouvrait la structure. C'est Weaver qui a écrit le rapport officiel de l'armée qui apporte la conclusion selon laquelle l'objet qui s'est écrasé à Roswell était un ballon d'espionnage. On a suivi les pistes que les preuves nous avaient fournies. Je suis satisfait de notre conclusion. Beaucoup de gens continuent à croire que le gouvernement américain cache encore le fait qu'un vaisseau extraterrestre s'est écrasé près de Roswell et qu'il tente d'étouffer l'affaire. À moins que les autorités ne nous offrent une meilleure explication que celle d'un ballon géant équipé de radars, je ne les croirais pas. J'estime que cette version des faits est une insulte envers tous les gens qui ont été impliqués dans cet événement en 1947. On a recueilli des témoignages de militaires qui étaient assez entraînés pour travailler sur la bombe atomique. Donc, ne me dites pas que ces gens sont incapables de reconnaître un ballon. Le rapport explique également la nature des prétendus corps d'extraterrestres retrouvés dans le désert. Selon la version officielle, il s'agissait de mannequins utilisés pour les crash tests. Pas nécessairement ceux utilisés lors de l'incident de Roswell, mais peut-être plus anciens ou plus récents. L'ufologue Donald Schmitt estime que la liste des explications officielles de l'armée est bien trop longue. Le projet Mogul est la troisième explication officielle de l'incident de Roswell. La quatrième, c'est celle des mannequins de crash test. On a donc 4 explications officielles. En fin de compte, les gens peuvent se satisfaire de celle en laquelle ils décident de croire. L'armée joue avec le temps. Ce n'est que lorsque le dernier témoin oculaire décédera qu'elle sera enfin sûre que l'affaire aura bien été étouffée. Le gouvernement américain affirme avoir rendu public tous ses dossiers sur l'incident de Roswell. Malgré cela, le crash d'OVNI le plus célèbre de l'histoire reste le plus controversé. L'armée de l'air et les protecteurs de la sécurité nationale s'obstinent à maintenir certains éléments secrets défense. Ils ne veulent pas expliquer ce qui s'est passé. À Kecksburg, en Pennsylvanie, les récits des témoins et les preuves recueillies par les experts diffèrent également de la version officielle du gouvernement sur la nature de ce crash d'OVNI, qui, contrairement à celui de Roswell, est avéré. Je veux juste que le gouvernement soit honnête et transparent. Malgré les rapports officiels, certaines personnes affirment que les objets qui se sont écrasés près de Roswell et de Kecksburg demeurent non identifiés.